Alors, bienvenue. Nous avions prévu d'organiser cela en présentiel, comme habituellement, cette rencontre. Donc, à la base, nous avions proposé les Amériques au Panama, mais malheureusement, du fait du contexte du Covid, nous avons dû organiser cette réunion virtuellement. Et il s'agira d'ailleurs de la première conférence TechNet virtuelle jamais organisée. Donc, vous pouvez voir la dernière photo de la dernière réunion à Cascais. Alors, on espère que bien que cette conférence se tienne virtuellement, il y aura le même enthousiasme que quand on se rencontre en présentiel. Alors, d'où venons-nous? Je voulais juste souligner que la première conférence TechNet a eu lieu à Chypre en 1990. Et il y a eu un discours d'inauguration de John Lloyd qui présentait les objectifs de cette première réunion d'experts en logistique. Et il a exprimé le souhait que ce premier colloque marque le début d'une initiative pour parvenir à une meilleure communication dans le développement des systèmes logistiques et la résolution de problèmes techniques. Et cette déclaration est vraiment restée le leitmotiv. Et elle a un peu ouvert la voie des futures, des autres conférences TechNet. Alors, cette diapositive vous montre la répartition géographique des 15 conférences TechNet, 15 plus 1, qui ont eu lieu jusqu'à présent. Comme vous pouvez voir, tous ces points représentent un colloque TechNet. Et la distribution se fait sur tous les continents, comme vous pouvez le voir, à l'exception d'une seule conférence TechNet. En fait, il n'y a qu'un seul colloque qui a été organisé dans l'hémisphère sud. Tout le reste des conférences ont eu lieu dans le nord. Et on voulait équilibrer et changer ça. La dernière conférence TechNet a eu lieu à Cascais avec le thème suivant « Bâtir la prochaine génération de chaînes d'approvisionnement de vaccins ». Il y avait plus de 300 participants. Et nous avons mené à bien un petit sondage. Nous avons demandé aux participants ce qu'ils aimeraient voir dans les conférences TechNet. Et le mot qui est sans cesse revenu était apprentissage, apprendre, mais aussi innovation, technologie, réseau, exposition, échange de connaissances, expérience. Donc, on peut voir qu'il y a un grand besoin qui a été exprimé en termes d'innovation et de technologie. Une meilleure communication avec la communauté. Alors, cette 16e conférence TechNet a choisi 4 thèmes et se tiendra sur 2 jours, le 20 octobre et le 21 octobre. Chaque journée comprendra 2 thèmes. Tout d'abord, la CAV, la stratégie pour la chaîne d'approvisionnement en vaccins, avec différentes présentations et discussions. La deuxième session sera comment réagir face au Covid-19, puisque c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et on espère avoir des discussions très intéressantes à ce sujet également. Le deuxième jour, nous commencerons par la gestion efficace des vaccins, pas simplement la GEV, mais tout le domaine qui nous permet de garder un vaccin puissant, efficace et disponible. Et le 4e point sera le matériel de la chaîne du froid. Alors, on parlera de nouveaux équipements disponibles, efficaces
et facile d'utilisation. Alors voilà, maintenant nous nous trouvons dans la séance plénière. Ce matin, il y a eu des courtes présentations, 6 présentations d'une demi-heure. Et après cette session plénière, il y aura des sessions en sous-groupe, 3 de 60 minutes chacune, suivies par une autre session sous-groupe, donc 3 sessions de 60 minutes. Puis on reviendra à une présentation en plénière. En fin de journée, nous aurons une sorte de marché virtuel, le premier jour et le deuxième jour. Le premier jour sera pour les partenaires dans le réseau de vaccination pour présenter ce que l'on a en termes de renforcement des capacités. Et le deuxième jour sera pour les fabricants. Alors, toutes les présentations de cette conférence, tout ce qui vous sera présenté ici, c'est-à-dire les diapositives, les vidéos, les contacts, sera disponible sur notre site web et dont vous trouvez le lien juste ici. Vous pouvez également scanner ce QR code juste là à droite. Donc, dans cette session, nous aurons quelques déclarations préliminaires. La première, ce sera Anne, et je laisse la parole à Anne. Et elle sera suivie par Robin. Merci beaucoup, Solo. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Et nous allons passer 2 journées très intenses et très intéressantes avec des discussions essentielles sur la vaccination. Il s'agira d'une rencontre virtuelle et c'est assez nouveau comme format pour TechNet. Mais j'espère que tout le monde apportera la même énergie que s'il s'agissait d'une rencontre en personne. Donc, il y aura 2 journées de discussion, 107 présentations. Et cette réunion arrive à point nommé. Ce que je voulais vous dire, c'est que cela arrive à point nommé. Nous avons une nouvelle vision dans le domaine de la vaccination, co-créée par tous les États membres. Comme vous le savez, c'est le programme de vaccination 2030 qui a été soutenu par tous les États membres récemment et qui établit une vision commune pour la décennie. En alignant cette vision avec d'autres visions mondiales comme les ODD et qui se traduit dans des objectifs clairs et bien spécifiques. La vision est que ce que nous voulons est un monde où tout le monde, partout et à tout âge, bénéficie des vaccins pour être en bonne santé. Et tout cela se traduit dans des objectifs. Il y en a 3. Tout d'abord, réduire la mortalité et la morbidité de maladies prévenues par la vaccination pour tout au long de la vie. La deuxième est de ne laisser personne derrière en favorisant un accès équitable et l'utilisation de nouveaux vaccins et de vaccins préexistants. Et enfin, assurer la bonne santé et le bien-être de tout le monde en renforçant la vaccination au sein des soins de santé primaires et de la couverture de santé universelle, les objectifs de développement durable. Donc, ce nouveau programme se centre sur 7 priorités stratégiques que vous pouvez voir sur l'image de droite, en bleu foncé, en forme d'arche, parle vraiment du renforcement des systèmes de vaccination et de la couverture de santé universelle. Et l'objectif
et d'intégrer la vaccination dans un contexte plus général. Ensuite, on a engagement et demande, couverture et équité, intégration et tout au long de la vie, épidémie et urgence, approvisionnement et durabilité, recherche et innovation. Au sein de chacune, il y a des éléments stratégiques et 4 principes fondamentaux qui sont impliqués, qui sont essentiels pour chacun de ces différents piliers et que vous retrouverez sur notre site web en fin de cette année, début 2021. Donc, nous avons 4 principes fondamentaux et qui sont pertinents pour toutes ces priorités. Tout d'abord, d'avoir des services centrés sur la population. Adapter ces services aux besoins de la population. Ensuite, placer les pays au centre de toutes les actions et avoir un véritable partenariat avec des décisions qui sont prises par le pays. Ensuite, établir des partenariats. Et cela aura une importance conséquente, bien plus importante qu'auparavant. Et enfin, et c'est peut-être extrême, et c'est très important, c'est que tout cela sera basé sur des données. Okay, and next slide. I don't think we can use this. So I'm wrapping up. Donc, je conclus en disant qu'il ne s'agit pas que du programme de vaccination. Cette dernière année, la vie a énormément changé du fait de la pandémie du Covid-19. Et les services de vaccination sont perturbés, même si les pays ont fait énormément d'efforts pour essayer de restaurer et de maintenir les services de vaccination pendant le Covid. Et ensuite, à l'horizon, nous voyons de nouveaux défis. Nous voyons le développement de nouveaux vaccins contre le Covid-19. On espère avoir des millions de doses. On espère que grâce au mécanisme accélérateur du COVAX, 2 milliards de doses seront accessibles à tous d'ici fin 2021. Cela signifie que tous les efforts dont nous avons parlé ou que nous mentionnerons au cours de ces 2 prochaines journées seront essentiels pour pouvoir diffuser ces vaccins en toute sécurité et en temps voulu. Je sais que vous aurez tous le Covid à l'esprit quand vous discuterez de tout cela, et cela représente un effort conséquent pour nous tous. Il nous faut le faire de façon intelligente et précise. Alors j'espère que pour nous tous, il s'agira d'une extraordinaire conférence. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance des sujets évoqués ces 2 prochains jours. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, Anne, pour ces mots d'encouragement et cet aperçu du programme de vaccination 2030. Je vais maintenant laisser la parole à Ruben. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui dans cette réunion virtuelle. Merci Solo et Anne pour cette belle introduction. C'est assez inhabituel pour nous de nous retrouver virtuellement. Mais bon, ça va être la façon dont on mène nos activités à l'avenir. Donc, Anne l'a dit, cette conférence tombe à point nommé. Parce qu'on sort d'une décennie et on entre dans une nouvelle décennie avec une nouvelle vision qui a été approuvée par l'Assemblée de l'OMS via l'agenda de vaccination 2030. Et comme Anne et Solo l'ont dit, il nous faut faire un état des lieux de là où nous nous trouvions dans le domaine de la vaccination et surtout surmonter la stagnation engendrée par le Covid-19. Parce qu'il y a eu l'épidémie de Covid-19 qui a eu un véritable impact qui nous a amené à un certain recul en termes de vaccination.
Et comme je disais, il faut se préparer aussi à l'arrivée du vaccin pour la COVID-19, contre la COVID-19. Il nous faut donc nous battre sur différents fronts. Et il va falloir nous battre sur les 3 fronts en parallèle. Et ce groupe est essentiel. Et Solo, merci de nous avoir rappelé l'histoire de la conférence TechNet qui a commencé en 90 à Chypre. Et au cours des 15 sessions TechNet qui ont eu lieu, on a pu voir beaucoup d'évolutions, d'innovations. Et tout ce que l'on a fait au cours de ces dernières décennies sera essentiel pour essayer de faire face aux défis que nous avons affrontés à l'heure actuelle. Et j'aimerais revenir sur un sujet particulier, l'équité. La stagnation auquel nous avons été confrontés au cours de cette dernière décennie. Donc il faut se concentrer sur l'équité, qui est très présent dans le programme 2030 et dans le programme Gavi 5.0. Et je suis sûr qu'Alex nous en reparlera. C'est encore plus important aujourd'hui que ça l'était avant la pandémie de la COVID-19. Nous savons que 20 millions d'enfants ne reçoivent pas la totalité de leur vaccin chaque année. Nous savons que parmi ces derniers, 14 millions d'enfants ne reçoivent aucun vaccin. C'est ce qu'on appelle les enfants zéro dose. Et c'est donc très important puisque nous avons intégré ces enfants zéro dose dans notre vision, dans notre programme de vaccination 2030. Nous allons essayer de les identifier, de les suivre et de les vacciner. Il est donc nécessaire d'identifier des stratégies, des outils, des technologies pour faire en sorte d'apporter la vaccination dans ces communautés. Et pour moi, le changement majeur, c'est la différence entre l'enfant zéro dose et la communauté zéro dose. Parce que les enfants zéro dose ne sont pas répartis aléatoirement. Ils sont concentrés dans des communautés. Et il nous faut identifier et planifier des services pour ces communautés. Et alors que vous discuterez et que vous délibérez au cours des prochaines sessions, il serait bon que vous vous concentriez sur les 3 types de communautés où l'on pense pouvoir trouver la majorité de ces enfants zéro dose. Tout d'abord, les populations rurales reculées, les populations pauvres urbaines et les populations affectées par les conflits, parce que les outils, les stratégies et les technologies pour toucher ces différentes communautés sont différents. Et il est donc important de réfléchir et d'élaborer des stratégies pour surmonter cette stagnation et notre incapacité à atteindre ces enfants zéro dose. J'aimerais aussi souligner l'importance de 3 éléments: la mesure rapide, la durabilité et l'efficacité financière. Parce que nous avançons vers un environnement aux ressources limitées du fait de la pandémie du Covid-19. Et ne nous méprenons pas. Il nous faudra nous pencher sur l'efficacité de nos actions. Enfin, je voulais dire que le Covid nous rappelle l'importance de saisir l'opportunité que présente cette crise pour renforcer nos systèmes de vaccination, nos systèmes de santé et promouvoir la résilience de nos systèmes de santé. Donc, je vous souhaite une très belle conférence. J'aurais aimé que nous soyons tous ensemble, mais j'espère tout de même que nous pourrons tirer le maximum de cette réunion virtuelle. Et je vous souhaite d'excellentes discussions et délibérations. Merci beaucoup. Merci Ruben. Et merci de nous avoir donné les objectifs à atteindre en ce qui concerne les enfants zéro dose. J'aimerais maintenant appeler Alex qui va nous faire ses remarques préliminaires. Bonjour. C'est une période extrêmement intéressante pour nous tous à l'Alliance.
parce que nous sommes dans la stratégie Gavi 5.0 et malgré tous les défis que le monde a affrontés à l'heure actuelle. Alors, avant de parler des défis, je voulais commencer par faire un petit point de situation et ce que nous avons accompli ensemble. Au cours des 20 dernières années, l'Alliance a aidé les pays à vacciner près de 800 millions d'enfants à travers la vaccination de routine et des milliards d'enfants à travers des campagnes de vaccination. Nous avons aidé à introduire près de 500 vaccins. Nous avons aidé les pays à augmenter la couverture de vaccination de routine de 22% en réduisant l'écart entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Nous avons donc aidé à éviter 14 millions de décès et c'est un véritable succès. Et l'un des chiffres les plus frappants pour moi, c'est que notre couverture de nouveaux vaccins, comme les vaccins anti-pneumococciques et les vaccins anti-rotavirus, sont plus élevés dans les pays pauvres que les pays riches. Nous avons aidé à avoir un monde plus sain et plus équitable. Et malgré tous ces progrès, il y a toujours 10,6 millions d'enfants dans les pays soutenus par le Gavi qui ne reçoivent aucune dose de vaccination de routine par an. Et ce chiffre n'a pas beaucoup changé entre 2009 et 2015. En fait, il n'a pas changé du tout. Et ces enfants vivent dans des communautés qui sont systématiquement oubliées, marginalisées. Ils ne sont bien souvent pas la priorité des programmes de santé. Et ce sont ces communautés et l'équité qui sont les priorités de l'Alliance Gavi. Pour vous donner quelques statistiques sur ces enfants, les 2/3 d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Ils vivent dans des communautés sans accès aux services de santé. Par exemple, les enfants 0 dose ont souvent une mère qui n'a pas reçu de soins prénatals. 33% d'entre eux sont moins susceptibles de vivre dans une maison avec de l'eau ou des agents nettoyants. Ils sont politiquement marginalisés. Parfois, ils ne sont pas enregistrés ni reconnus politiquement. Et donc, c'est un terreau à des obstacles sociaux, des inégalités de sexe. Et ils n'ont souvent pas accès à la vaccination et à d'autres soins primaires. Ces enfants représentent 50% des décès liés à des maladies prévenues par les vaccins, alors qu'ils ne représentent que 13% de la cohorte de naissance. Depuis 2015, en tant qu'Alliance, et comme beaucoup de personnes présentes ici, nous sommes concentrés sur l'amélioration de l'équité en termes de vaccination, ce qui nous a aidé à faire diminuer ces chiffres d'enfants 0 dose. Il a diminué de 14% depuis 2015. Mais il nous faut accélérer ce processus. Donc, nous avons l'opportunité ici de rendre la vaccination réellement universelle. Aujourd'hui, 9 enfants sur 10 reçoivent la première dose de vaccin tétanos, diphtérie, coqueluche. Et nous avons l'opportunité de rendre la vaccination universelle d'ici à 2030. La vaccination représente une plus grande couverture que d'autres interventions de santé. Donc, il nous faut donc rendre les soins de santé universels et la couverture de santé universelle. Alors, bien sûr, le Covid a été un véritable perturbateur. Et cela menace des années de progrès en termes de vaccination. Nous avons vu que le Covid a perturbé la vaccination de par le monde. Les 3/4 des pays ont déclaré des perturbations de leurs services de proximité et la moitié d'entre eux des perturbations sur les services de vaccination permanents même. Il y a eu une 75% de diminution de demande en termes de vaccination. En tant qu'Alliance, nous avons montré notre force et notre agilité en essayant de soutenir les pays. Nous avons reprogrammé des aides de millions de dollars pour soutenir les systèmes de santé et apporter de l'aide technique afin d'aider les pays à réagir au Covid. Et nous travaillons en coopération avec les pays. Le COVAX sera une partie essentielle de la solution. Et ça doit être une priorité pour nous tous. Et on en parlera un peu plus tard, intensément. En même temps,
Cela représentera cela représente un défi supplémentaire pour les systèmes de santé qui doivent déjà faire face au Covid. Celui a eu un impact sur les travailleurs de la santé et un impact sur la communauté. Donc, en déployant, nous avons aussi l'opportunité de reconstruire et mieux. Cela inclut le renforcement des systèmes, les systèmes de santé et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que la priorisation aux enfants dans les efforts de recouvrement qui ont historiquement été laissés de côté. Si nous retournons donc au 5.0, c'est un défi et un avantage. Nous espérons réaliser des progrès sur l'agenda de l'équité pour faire des progrès pour ces enfants tout en aidant les pays à répondre et à se remettre de la pandémie. La chaîne d'approvisionnement sont un élément critique. En 2014, pour la première fois, l'Alliance a développé une stratégie dédiée de chaîne d'approvisionnement et de nombreuses personnes aujourd'hui présentes ont été impliquées dans cette stratégie. C'était la première fois que nous avions cette priorité comme domaine et ça a eu de réels impacts. Presque 30% de notre système, les subventions de notre système de santé portent sur le renforcement. Et donc cet investissement apporte des améliorations. Les résultats des améliorations de vaccination se sont améliorés d'environ 9%. Et comme nous avons lancé aussi une plateforme de culture, nous avons 50 appareils de chaîne du froid supplémentaires pour améliorer cette chaîne d'approvisionnement qui vont directement à des établissements qui jusqu'à présent n'avaient pas d'appareils de la chaîne du froid du tout. Quand nous avons développé cette stratégie, nous n'avions pas de concentration sur l'équité comme nous le faisons maintenant en tant qu'alliance. Donc l'une des questions quand nous avançons, c'est comment est-ce que nous pouvons faire en sorte de travailler sur notre travail sur la chaîne d'approvisionnement aide vraiment à atteindre ces enfants exclus. De manière semblable, la pandémie de la Covid a illustré que la résilience des chaînes d'approvisionnement avec tous les efforts de renforcement qui ont eu lieu ces dernières années, mais aussi ont montré les limites. Nous comprenons par exemple là où les vaccins sont disponibles ou non, là où il y a des risques pour la chaîne d'approvisionnement et la capacité de répondre en temps réel dans un contexte de pandémie. C'était un vrai défi. Pour le COVAX, nous voyons qu'il faut répondre et qu'il faut trouver une réponse à cela avec un vaccin qui va être rare et très sécurisé. Il faut l'utiliser de manière optimale, il faut gérer les stocks, et il faut gérer les risques de diversion, de faux aussi. Donc, ce qu'il faut vous faire quand on pense à l'avenir de la stratégie, c'est vraiment de se concentrer non pas sur le matériel, mais sur les logiciels. Et dans cette période, nous avons vraiment trouvé beaucoup de fondements pour renforcer notre chaîne d'approvisionnement. Mais là où il y a moins d'amélioration, c'est la gestion des chaînes d'approvisionnement. Les données, la gestion, les opérations des chaînes d'approvisionnement pour qu'elles travaillent au plus efficacement possible. 2 exemples. Tout d'abord, une visibilité bout à bout de la chaîne d'approvisionnement. Cela est absolument critique pour le vaccin de la Covid, mais c'est aussi critique pour une alliance qui dépense des milliards sur les vaccins chaque année. Et comme en faisant partie de l'agenda d'équité, il faut faire en sorte que le vaccin soit disponible là où il en a besoin. Pendant cette période, les fabricants ont indiqué que les codes barres seront disponibles sur les emballages. Mais notre question pour la prochaine phase stratégique, c'est comment est-ce que nous pouvons tirer parti de cela? Comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies modernes pour encourager vraiment le changement pour cette chaîne d'approvisionnement pour faire en sorte que le vaccin soit disponible là où il est nécessaire, au moment où il est nécessaire et sans créer de déchets. Et le second élément, c'est la gestion de la chaîne du froid. Comme je l'ai dit, ces 50 000 appareils de la chaîne du froid qui sont disponibles. La maintenance reste une faiblesse dans de nombreux pays. Ça a été démontré par la gestion de la vaccination. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir le même niveau de rigueur d'attention sur
l'approvisionnement que sur cela, afin de gérer et maintenir le matériel. Je pense que ça va être un vrai défi et aussi un risque si on ne s'en occupe pas quand on commence cette nouvelle période stratégique. En faisant face à ces défis, une question clé, c'est autour de l'intégration. Quelle est notre approche de la communauté d'immunisation et de l'intégration? Est-ce qu'on pense à l'intégration dans les programmes de santé? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on a une approche jointe dans tous les pays? Comment est-ce qu'on pense à l'intégration avec le secteur privé? Est-ce qu'ils peuvent nous aider par rapport à la maintenance, par exemple? Peut-être qu'ils sont en meilleure position pour réaliser cela. Et comment est-ce que nous pensons à l'intégration avec les soins de santé de manière générale? Donc, avec les équipements de chaîne du froid, est-ce qu'ils pourraient aider à maintenir les établissements de santé plus largement? Jusqu'à 2030, nous sommes d'accord que l'équité est le mot d'ordre. Les chaînes d'approvisionnement robustes et fortes sont critiques et on en a besoin. Je pense que certaines des opportunités dont nous allons parler au cours des prochains jours sont critiques quand on réfléchit comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que les vaccins soient disponibles là où ils sont nécessaires, dans les délais, de manière durable. Merci. Nous avons aussi des présentations de la part du Sénégal, Madame Dr Maria Kemenes Ngom Ndiaye, qui nous donnera son introduction à la TechNet. Donc, Donc, le Sénégal très tôt, en voyant ce qui s'est passé en Chine, le nombre de cas qui évoluait en termes de pneumonie, mais également qui s'établit au niveau de tous les autres continents, s'est très tôt préparé dès les premières semaines du mois de janvier, en élaborant un plan de préparation qui était donc respecter les différentes capacités du règlement sanitaire international en termes de surveillance épidémiologique surtout, mais de surveillance des postes frontières. Pour la COVID-19, nous avions en tout cas prévu dans les prévisions que la porte d'entrée première allait être probablement les aéroports. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Nos premiers cas étaient des cas importés. Mais également en termes de renforcement des laboratoires. Parce que le diagnostic est biologique. Aujourd'hui, on parle de diagnostic scanographique avec le scanner, mais le diagnostic est biologique avec le test RT-PCR, mais également le test sérologique. Il faut dire que dans cette gestion des épidémies, ce qui est important, c'est la plus haute autorité qui a porté la gestion. Donc, très tôt, quand on a eu à commencer l'élaboration de ce plan de préparation, ce plan a été validé, mais également financé par le président de la République du Sénégal, son Excellence. Mais également, il faut dire que c'est le jour de la validation qu'on a eu le premier cas. Donc, nous avons basculé automatiquement sur le plan de contingence, qu'il faut dire, c'est un plan multisectoriel et multidisciplinaire. Mais également, vous savez, après Ebola, la crise Ebola, le Sénégal a commencé son plan de sécurité sanitaire mondiale. C'est important, ce qui fait aujourd'hui également, au niveau du secrétaire général du gouvernement, nous avons ce qu'on appelle le secrétariat permanent du Haut Conseil de sécurité sanitaire mondiale, qui nous permet de faire la liaison entre les différents sectoriels. C'est important parce qu'aujourd'hui, nous sommes allés ensemble. C'est pourquoi je pense que nous avons presque gagné ensemble. Mais également, tous les autres secteurs aujourd'hui sont au niveau de la lutte. Et dans l'approvisionnement, il faut dire que nous avons une centrale d'achat, qui est la pharmacie nationale d'approvisionnement, qui, depuis Ebola, quand même, gère un stock. Et ce stock-là, aujourd'hui, qui nous a permis, dès les premières heures, d'avoir des entités de protection. C'est important au moment où le monde entier en souffrait. Nous avions déjà un stock en termes de gants, en termes de visières, en termes de masques. Mais également, au fil du temps, nous nous sommes rendus compte, avec un autre secteur qui est le ministère de l'Industrie, à travers l'Agence nationale de normalisation, qu'on peut faire des masques au plan local, mais en respectant, par exemple, une certaine doublure. Et vraiment, cela, on l'a réussi également grâce à l'EPDG universitaire. Aujourd'hui, nous avons des masques locaux qui arrivent quand même à retenir le virus, et c'est extrêmement important. Les gels hydroalcooliques également, nos étudiants en chimie, mais également des autres écoles polytechniques, ont pu, grâce à l'appui d'experts qui sont là, la direction de la pharmacie du médicament,
à pouvoir créer des gels hydroalcooliques. Mais le dernier point, on a eu un cargo à la dernière minute, dans les 3 premiers mois, un cargo qui est également allé dans les autres pays, particulièrement la Chine, pour venir en appoint à ce que nous faisions. Il faut dire qu'il y a eu, comme partout ailleurs, cette angoisse, cette peur de la maladie. Si bien que nos centres de traitement étant au niveau des structures hospitalières, la population naturellement a eu peur de venir se faire consulter. Si bien que quand même au départ, on a eu des problèmes avec les maladies chroniques surtout, telles que le diabète, telles que l'hypertension artérielle. Mais heureusement, nous avons eu quand même quelques cas de téléconsultation. Mais également sur les activités de prévention telles que le programme élargi de vaccination, si bien qu'aujourd'hui, nous avons évalué à travers une supervision, mais également les différents rapports que nous recevions, que les indicateurs sont en train de baisser. Et naturellement, on est allé sur des stratégies spécifiques, telles que les stratégies de proximité concernant la vaccination aujourd'hui. Il y a certains structures qui vaccinent même les samedis matins, mais également aller donc renforcer l'offre, avoir une proximité de l'offre également a été extrêmement. Cette pandémie de Covid-19 nous a quand même montré qu'il faut barrer, enlever tous ces cloisons par rapport aux activités. Le système doit rester un seul, indivisible, mais très robuste pour aller vers une résilience. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de ne pas attendre qu'il y ait une épidémie. C'est vrai qu'on n'a pas attendu à 100%, mais préparer l'épidémie. Aujourd'hui, nous savons qu'avec ces changements climatiques, avec ce bouleversement des écosystèmes, nous allons droit vers des urgences de santé de portée internationale, mais également vers peut-être des catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'être en alerte maximale chaque jour et en tout temps. And now, Benjamin, the floor is yours. Maintenant, Benjamin, la parole est à vous pour votre présentation. Merci Solo, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à TechNet une fois de plus. C'est vraiment une communauté extraordinaire. Et je pense que c'est les meilleures conférences qui existent dans le monde de l'immunisation. Donc je suis extrêmement heureux que nous puissions continuer avec cela, que nous fassions cela aussi de manière virtuelle, à distance. Donc ce n'est pas si amusant parce qu'on ne voit pas les derniers outils, les équipements qui d'habitude sont présentés lors de la TechNet. Nous n'avons pas le temps vraiment pour les petites discussions aussi sur le côté, mais bon, nous allons essayer d'en tirer le mieux. Est-ce qu'on peut projeter les diapos? About the issue of country readiness and the delivery work stream. Okay, I will talk about Dans this ces now. cas-là, je vais en parler, même sans diapos. Parfois, les diapos. On the topic. So, you've heard about COVID-19 vaccines. You've heard about the whole process of getting them out. Nous avons donc des dispositifs. Il s'agit maintenant de les rendre disponibles et de les allouer de manière juste et équitable, ces vaccins, en fonction des besoins des pays. Nous étions en train de réfléchir à comment est-ce que nous pouvons préparer les pays pour réaliser ce déploiement. And Gavi, Gates Foundation, and many other partners, we have established a working group to think about what do we need, what tools, what guidance, what approaches need to be ready to ensure countries can. Nous assurons que les pays puissent introduire le déploiement de manière efficace. Nous avons identifié différentes zones d'amélioration, donc en termes de plaidoyer, faire en sorte que les systèmes sont coordonnés au niveau national, avec des sujets aussi très techniques sur comment nous pouvons nous assurer que l'introduction du vaccin, donc sur la clarité, sur le déploiement. Ensuite, il y a aussi une question de demande d'acceptation, et ce qui est très important pour la communauté tech,
la problématique de la chaîne d'approvisionnement, de logistique, de chaîne du froid, de distribution, de gestion des vaccins, et aussi de s'assurer qu'il y a des vaccins non seulement au niveau national, mais que vraiment ils atteignent tous les établissements de santé qui en ont besoin. Major challenge, of course. And the challenge here is Donc c'est un énorme défi. Et jamais encore nous n'avons introduit de vaccins si rapidement dans de nombreux pays, dans tant de pays que ça. Donc avant Gavi, il n'y avait pas tant de vaccins, en particulier pour les pays avec peu de revenus. Donc là, nous parlons le vaccin Covid, donc dans l'année prochaine, dans le monde entier. C'est beaucoup de travail. Et on doit être prêt. On doit être prêt maintenant. Notre horizon de planification, et ce n'est pas une prédiction, mais vraiment notre processus de planification, nous pensons qu'il sera en Q1 2021 où nous déploierons les vaccins dans les pays. Donc nous n'avons que quelques mois qui nous restent pour préparer ces pays et nous assurer qu'ils soient prêts. J'ai 2 points à mentionner ici. Tout d'abord que nous avons développé un outil d'évaluation de l'état de préparation à l'introduction du vaccin de la Covid afin d'aider les experts à préparer, à voir comment ce qu'on doit faire vraiment pour être prêt. Et c'est aussi un outil qui aide à évaluer les progrès au fur et à mesure de la préparation afin de voir qu'ils puissent déployer ce vaccin. Donc ce n'est pas une directive détaillée, nous y reviendrons bientôt, mais cela viendra donc bientôt. Les contenus de la liste de contrôle sont vraiment auto-explanatoires. Il s'agit de 9 ou 10 segments de la planification de coordination, clarification sur les éléments réglementaires et de la chaîne du froid. Est-ce que nous avons une chaîne du froid adéquate en place? Est-ce qu'on a un système de transport en place? Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de sécurité pour ce vaccin? Et je pense que c'est un vaccin comme nous n'avons jamais vu auparavant. Nous ciblons des populations pour lesquelles le système VPI d'habitude ne cible pas. Donc là, il faut vraiment atteindre des gens même qui d'habitude n'ont pas d'accès au vaccin. Donc il va y avoir des pénuries pendant les premiers mois pour ce vaccin. Il y aura un manque. Donc c'est quelque chose qui signifie aussi nous faudra avoir un meilleur œil par rapport à où se situent les vaccins, que nous puissions les suivre. Donc je pense qu'en termes de logistique et en chaîne d'approvisionnement et chaîne du froid des vaccins, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour évoluer, pour aider à faire en sorte que les pays soient prêts. Nous ne voulons pas avoir un vaccin et ensuite que les pays ne soient pas prêts, ce serait absolument désastreux. Nous voulons déployer ce vaccin le plus tôt possible dès qu'ils sont prêts. Et à part cet outil d'évaluation, nous avons aussi développer des orientations pour les pays sur comment ils peuvent développer des plans de vaccination et de déploiement. Et cette orientation de développement sera distribuée et déployée fin octobre. Elle inclut des éléments sur les logistiques de chaîne d'approvisionnement. Les experts y contribuent. Et si on est au niveau pays, j'aimerais vraiment demander 2 choses ici. Tout d'abord, engagez-vous avec l'OMS, UNICEF, d'autres experts techniques, les gouvernements et aussi du monde financier afin que les gens soient prêts, afin de nous assurer que les pays soient prêts, avoir des discussions honnêtes sur les lacunes, utiliser les outils pour lire les lacunes, voir où il faut aider, voir où il y a des problèmes et comment on peut les résoudre. Donc vraiment pour avancer, c'est très important. Il faut tirer profit des expertises au niveau national. Ce n'est pas la première fois qu'on introduit un vaccin.
Ça va être quelque chose d'un peu différent peut-être, mais certains des éléments clés restent les mêmes et il y a beaucoup d'expertise, de connaissances en interne dans les pays desquels vous pourrez tirer profit. Donc merci, commencez à vous préparer dès maintenant, c'est seulement comme ça que nous pourrons nous assurer que le vaccin pourra être déployé de manière satisfaisante. La parole est à vous, Souley. Merci. Thank you very much. Merci Benjamin pour l'introduction de ce travail et de ces outils d'orientation qui sont préparés au niveau global pour soutenir les pays, pour assister les pays. Je pense que c'est extrêmement utile et on en tirera beaucoup d'avantages. Mon prochain présentateur est jeune. C'est une jeune femme particulière d'Oman. Donc la pandémie globale a mené beaucoup d'entrepreneurs et d'inventeurs de faire surface. Les jeunes ont hâte de contribuer grâce à leur passion pour aider ceux qui en ont besoin et faire en sorte que la société devienne plus résiliente. Sada Al-Safti est team lead de Team Terian. Le gagnant du challenge innovation des jeunes pour la Covid en Oman, qui a été tenu au mois de juin avec le soutien du Fonds de technologie d'Oman et l'UNICEF pour soutenir les jeunes inventeurs, les startups qui ont l'objectif de trouver des solutions pour la santé et l'éducation, des secteurs donc qui trouvent leurs racines dans les technologies. Sada, la parole est à vous. Merci pour les sujets extrêmement intéressants et les discussions. Donc, les pandémies ont toujours été un obstacle au bien-être des humains et au développement, même au début de l'histoire. En arrivant à aujourd'hui, avec la pandémie, on peut voir les dommages considérables qui sont touchés les entreprises, les pays et les individus. L'impact est énorme de la Covid, sur le santé de la santé aussi. Les personnes reçoivent des médicaments là où il faut qu'ils puissent recevoir des médicaments là où ils en ont besoin, en temps et en heure, sans aller à la pharmacie, parce que c'est là aussi que les clients et les patients ont des risques de se contaminer. Il y a la possibilité aussi d'avoir une contamination des services par les patients lorsqu'ils cherchent leurs médicaments. De plus, les statistiques montrent que presque 82% des personnes ne peuvent pas recevoir leurs médicaments du fait des circonstances ou l'incapacité de se déplacer. Malheureusement, ce pourcentage va augmenter pendant la pandémie et cela va encore nuire à la stabilité, en termes de santé du pays. Il faut donc faire en sorte de mettre à disposition les médicaments à tout le monde. Notre application permet aux patients de commander leurs médicaments à la pharmacie et la pharmacie viendra ensuite les déposer devant leur porte. De plus, l'application permet aussi des consultations gratuites et fiables grâce à un chat en ligne. Cette application aidera donc d'avoir accès aux médicaments et des informations en ligne qui permettent de maintenir la distanciation sociale et l'accès aux médicaments quand ils sont besoin sans attendre, ce qui résultera en moins de complications médicales à l'avenir. Malheureusement, du fait des restrictions gouvernementales concernant le transport et les conditions des transports des médicaments en Oman, nous avons dû inclure un segment plus large et non pas seulement des patients médicaux. Donc, en plus de fournir des produits médicamenteux, nous sommes dit que d'autres magasins devraient aussi être impliqués, des endroits donc entre autres qui ont un grand risque de propagation du virus. Donc nous avons inclus un secteur plus large. Pour finir, nous pouvons dire que la COVID-19 a amené beaucoup de défis et d'opportunités pour l'avenir, en particulier dans le secteur de la technologie. Les individus et les entreprises ont observé les technologies
technologies pour voir quelles opportunités. Et nous espérons pouvoir investir dans les technologies en ligne, les services en ligne, comme étape clé pour restaurer la santé de notre société et nos économies, en particulier pour les pandémies à venir. Merci encore, Solo, pour l'introduction et merci encore une fois pour les sujets très intéressants. Merci pour cette expérience extrêmement intéressante qui est réalisée en Oman. Je pense que le monde maintenant implique les nouvelles technologies et cela inspirera de nombreuses autres jeunes générations afin de mettre en œuvre, de faire en sorte et continuer cela.